Jared Valetti n'avait pas bronché depuis 17 ans. Pas même quand les fédéraux ont défoncé la porte de son entrepôt, ni quand un rival a mis un contrat sur sa tête, ni même quand il a enterré sa propre mère, après qu'une balle destinée à son père l'ait trouvé à la place. Mais à cet instant précis, assis à l'arrière d'un SUV blindé, à un feu rouge sur la 18e rue à Pilsen, Chicago, Jared Valetti ne pouvait plus bouger, car à travers la vitre pare-balles, il fixait un garçon de 6, peut-être 7 ans, assis sur une caisse en plastique retournée sur le trottoir, en train de vendre des babioles, des jouets abîmés, des bandes dessinées déchirées, un bocal de limonade avec une étiquette de travers. Et là, au milieu de tout ça, reposant sur un morceau de velours noir découpé dans une vieille taie d'oreiller, il y avait une bague. Une bague en platine avec un rubis sang de pigeon. Des gravures romaines anciennes qu'il avait caressées de son pouce 10 000 fois avant de s'en séparer. La bague de sa mère. La seule chose qu'elle ne lui ait jamais laissée. La bague qu'il avait retirée de son propre doigt et donnée à une femme nommée Catalina, il y a 7 ans. La nuit où il avait commis la seule erreur qui l'ait jamais empêché de dormir. La pancarte en carton à côté disait au marqueur rouge « Jolie bague, 50 $. Et le garçon qui la vendait avait les yeux de Jared. Frankie Tarantino, son conciliaire, remarqua le silence depuis le siège du conducteur et dit un seul mot « Patron ». Mais Jared était déjà en train d'ouvrir la portière, posant le pied sur un trottoir fissuré sans garde du corps pour la première fois en plus de 10 ans, marchant vers un enfant qui n'avait aucune idée de ce qu'il vendait vraiment. Si cette histoire vous a déjà touché, alors mettez un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et abonnez-vous, car cette histoire va vous briser le cœur avant de le reconstruire. Maintenant, retournons sur ce trottoir, car ce petit garçon vient de lever les yeux et de dire 5 mots qui ont tout changé. Vous voulez acheter quelque chose, monsieur? Ces 5 mots ont fait tomber Jared Valetti à genoux sur le trottoir fissuré. Son costume à 3 000 $ touchait le béton sale, et il ne s'en rendait même pas compte. Le garçon le regarda avec de grands yeux marron foncé, un regard fixe, sans ciller, sans peur. Le genre de regard qui jauge les gens rapidement. Comme quelqu'un qui s'était habitué à faire face à des inconnus bien trop tôt. La limonade, c'est $1. Les bandes dessinées, c'est $2. La bague, c'est 50 $. La bague, c'est la plus chère, mais elle est vraiment jolie. Regardez, elle brille quand le soleil la touche. Jared regarda la bague posée sur le morceau de velours noir. Il eut l'impression que quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans la poitrine et d'enserrer son cœur. Il déglutit difficilement. « D'où vient cette bague, gamin? » Le garçon hésita une seconde, puis répondit dans un petit murmure coupable. « C'est ta maman. Je l'ai prise sans lui dire, mais j'avais une raison. » « Quelle raison? » « Maman est malade. Ça fait 2 jours qu'elle n'arrive pas à se lever. Je l'ai entendue tousser toute la nuit. Et puis je l'ai vue allongée, se tenant de la poitrine et pleurant, quand elle pensait que je dormais. Le garçon dit cela d'une voix si calme que c'en était effrayant. Le genre de calme qui appartient à un enfant habitué à voir sa mère souffrir, sans savoir quoi faire d'autre que de faire semblant de dormir. J'ai besoin d'argent pour acheter des médicaments pour maman. J'ai regardé dans la maison et j'ai vu que maman fixait toujours cette bague. Elle la prenait et la regardait pendant très longtemps. J'ai pensé qu'elle devait valoir beaucoup. 50, c'est le plus grand nombre que je connaisse, alors j'ai mis le prix à 50. Jared sentit sa gorge se nouer. La bague valait 1 million de $. Le dernier souvenir que sa mère avait laissé avant qu'une balle ne l'emporte. Et maintenant, elle était vendue pour le prix d'un dîner bon marché par un petit garçon qui essayait de sauver sa mère. C'est ton premier jour de vente ici? C'est mon 2e jour. Personne n'a rien acheté hier. Une dame est passée, a demandé combien coûtait la bague, puis elle a ri et a continué son chemin. Je n'ai pas compris pourquoi elle a ri. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle valait, pensa Jared. Tout comme je ne savais pas ce que cette nuit valait il y a 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il sortit son portefeuille. Le plus petit billet qu'il avait était un billet de 100 $. Il le posa sur le morceau de carton à côté du bocal de limonade. J'achète la bague. Garde la monnaie. Le garçon regarda le billet et secoua immédiatement la tête. Je ne peux pas garder la monnaie. Maman dit que je n'ai pas le droit de prendre plus aux inconnus que ce que je mérite. Les mots sortaient de la bouche d'un enfant de 6 ans,
Mais ils résonnèrent dans la tête de Jared comme une cloche. Il savait qui avait appris au garçon à dire ça. Une seule personne parlait comme ça, avec cette fierté têtue, si féroce qu'elle préférerait avoir faim plutôt que d'accepter la pitié. Très bien. Alors laisse-moi acheter la limonade aussi, et 2 bandes dessinées. Comme ça, il ne restera pas de monnaie. Le garçon fit le calcul dans sa tête, penchant la tête sur le côté pendant qu'il réfléchissait. Et cette petite inclinaison rendit Jared malade, car c'était exactement comme lui. Exactement la façon dont il penchait la tête chaque soir en lisant ses registres. Exactement la façon dont sa mère disait « Fiston, tu penches la tête comme ton père et je déteste ça. » « Il reste encore 45 $, dit honnêtement le garçon. « Je n'ai rien qui vaille 45 $ pour l'instant. » « Alors tu me devras de l'argent. Tu me rembourseras la prochaine fois que je te verrai. » Le garçon sourit, un sourire édenté, avec une incisive manquante. Et ce sourire ressemblait tellement à celui de sa mère que Jared dut détourner le visage une seconde. « D'accord, promis. Mais comment tu t'appelles pour que je sache qui je dois rembourser? » « Jared, je m'appelle Milo, Milo Morrow. » Jared se releva. Ses 2 genoux tremblaient et il ne savait pas si c'était parce qu'il était resté agenouillé trop longtemps ou à cause d'autre chose. « Comment s'appelle ta maman, Milo? »« Catalina. Catalina Morrow. Ma maman est la plus belle du monde entier. Même quand elle est malade, elle est toujours belle. » Il se retourna et retourna vers le SUV. Chaque pas semblait lourd comme du plomb. La bague au rubis dans la poche de son costume brûlait, comme si elle était en feu à travers le tissu. Frankie lui ouvrit la portière de la voiture. Il ne demanda rien. Il le regarda simplement avec ses vieux yeux qui en avaient assez vu dans cette vie pour savoir quand le silence était la seule pitié. Jared se glissa sur la banquette arrière. Tommy Brennan tenait son téléphone, leva les yeux vers lui et posa immédiatement le téléphone, car le visage de Jared Valetti à ce moment-là était quelque chose que Tommy n'avait jamais vu en 20 ans. « Que vient-il de se passer? » demanda Tommy. Jared ouvrit la paume de sa main. La bague aux rubis y reposait, scintillant sous la lumière à l'intérieur de la voiture. Toujours aussi belle que le jour où sa mère la portait. Toujours aussi lourde que la nuit où il l'avait retirée et placée dans la main d'une jeune serveuse à Lincoln Park. « J'ai un fils, Tommy, » dit Jared. Sa voix était rauque, comme celle d'un homme qui n'avait pas parlé depuis un siècle. Le garçon a 6 ans. Il est assis sur un trottoir à vendre la bague de ma mère pour acheter des médicaments pour sa mère, et je ne savais pas qu'il existait il y a encore 10 minutes. Le SUV filait à travers les rues de Chicago, mais Jared ne voyait rien au-delà de la vitre. Il était assis là, la bague au rubis dans sa paume, et 7 ans revenaient en force, comme une porte défoncée. Tommy était assis en silence, attendant. Frankie conduisait sans demander où ils allaient. Finalement, Jared parla. Sa voix était plate, comme s'il lisait sa propre sentence. « Il y a 7 ans, ce bar à Lincoln Park, l'endroit sur Armitage où j'allais m'asseoir seul. Cette nuit-là, je venais d'enterrer Rico. » Tommy s'en souvenait. Rico Sabatini, l'allié le plus proche de Jared, avait été abattu devant sa propre maison dans une guerre de territoire avec le gang de West Side. Jared avait 29 ans, il n'était patron que depuis 2 ans. Et la mort de Rico fut la première fois qu'il comprit vraiment que le trône sur lequel il était assis avait été construit avec les os des gens qu'il connaissait. J'étais assis là, à boire seul dans le coin VIP. Je ne voulais voir personne, je ne voulais parler à personne, je voulais juste boire jusqu'à oublier le visage de Rico dans ce cercueil. Puis elle est venue. Catalina Morrow, 21 ans, les cheveux bruns attachés en une queue de cheval hâtive, un tablier noir taché de bière, de vieilles baskets usées au talon à force de rester debout pendant des services entiers. Elle a apporté du whisky à la table VIP et a dit quelque chose que personne dans le monde de Jared n'aurait osé lui dire. « Si vous continuez à boire comme ça, vous aurez un terrible mal de tête demain matin. Je vous dis la vérité. » Jared leva les yeux, prêt à lui donner l'ordre froid de disparaître, mais ses yeux croisèrent les siens sans peur, sans flatterie, sans calcul. Juste une jeune femme fatiguée à la fin d'un long service, regardant un homme fatigué qui buvait comme s'il voulait mourir. Il ne donna pas l'ordre. Il dit « Asseyez-vous » et elle s'assit. Ils parlèrent jusqu'à 2 heures du matin. Il ne donna pas son vrai nom, se faisant seulement appeler Dom. Pas de nom de famille, pas d'identité,
Pas d'empire, pas d'âme. Elle lui raconta qu'elle avait fait la moitié de ses études en gestion d'événements, mais qu'elle avait dû arrêter car elle n'en avait pas les moyens. Et maintenant, elle travaillait 2 services pour payer le loyer d'un appartement qu'elle partageait avec 3 autres filles à Logan Square. Il lui dit que sa mère était morte. Il ne dit pas comment, seulement. Elle est morte subitement. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle dit, « Je suis désolée. Perdre sa mère, c'est comme perdre l'encre qui vous rattache à la meilleure partie de vous-même. » Et Jared Valati, l'homme dont tout le South Side de Chicago avait peur, sentit ses yeux piquer à cause d'une seule phrase d'une serveuse. Ils quittèrent le bar ensemble. Ils retournèrent dans la chambre qu'elle louait, si petite que le lit occupait presque tout l'espace, mais propre, avec un vase de fausses fleurs sur le rebord de la fenêtre, car elle disait que les vraies fleurs coûtaient trop cher, mais qu'elle avait besoin de voir de la couleur chaque matin pour se souvenir que la vie n'était pas seulement grise. Cette nuit-là, Jared n'était pas un chef de la mafia. Il n'était pas un homme qui venait d'enterrer son ami. Il n'était pas un homme avec du sang sur les mains. Il n'était que d'homme, un homme triste, allongé à côté d'une fille respectable dans une toute petite chambre. Et pour la première fois depuis des années, il dormit sans faire de cauchemar. À 4 heures du matin, il se réveilla. Catalina était blottie contre lui, ses cheveux étalés sur l'oreiller, sa respiration douce et régulière. Et à ce moment précis, il la regarda et comprit que s'il restait, elle mourrait. Pas au sens figuré. Elle mourrait vraiment, comme sa mère, comme Rico, comme quiconque restait lié à Jared Valati assez longtemps pour que ses ennemis le remarquent et s'en servent comme moyen de pression. Il s'habilla en silence. Il était à mi-chemin de la porte quand elle bougea, ses yeux s'ouvrant à moitié dans le noir. « Tu pars ?» Il s'arrêta, une main sur la poignée de la porte. « Ouais, je sais. » Elle ne pleura pas, ne le supplia pas de rester. Elle s'assit simplement et le regarda avec des yeux bien trop clairs pour 4 heures du matin. « Je connais les hommes comme toi. Ils viennent et puis ils s'en vont. Ce n'est pas grave. » Puis elle baissa les yeux sur sa main, sur la bague au rubis à son annulaire. « Je veux te demander une chose, pas parce qu'elle est chère, mais à cause de la façon dont tu l'as touchée toute la nuit. Elle signifie quelque chose pour toi. Je veux garder quelque chose qui signifie quelque chose pour quelqu'un, même si ce n'est que pour une nuit. » Jared regarda la bague. Sa mère l'avait portée tous les jours jusqu'au jour de sa mort. C'était la seule chose d'elle qu'il avait réussi à garder, la seule chose pure dans toute sa vie sordide. Il hésita. Ses doigts se resserrèrent autour de la bague, puis la retirèrent lentement. Il la plaça dans la paume de Catalina. « Garde-la, dit-il. » Puis il sortit, descendit les escaliers, entra dans la rue et disparut dans l'obscurité de Chicago à 4h15 du matin, sans se retourner. Pas de nom, pas de numéro de téléphone, pas de promesses, car les promesses dans son monde étaient ce qui faisait tuer les gens. Dans la voiture, Jared serra la bague qui avait retrouvé le chemin de sa main. Sa voix était rauque et éraillée. « Je suis parti pour la sauver, Tommy. Je pensais que si je disparaissais, elle serait en sécurité. Personne ne saurait qu'elle existait. Personne ne l'utiliserait pour m'atteindre. Je pensais que c'était la seule façon que je connaissais pour la protéger. » Il s'arrêta et baissa les yeux sur la bague. « Il s'avère que je les ai abandonnés tous les deux, elle et le garçon dont je ne savais même pas qu'il existait dans ce monde. » Cette nuit-là, Jared ne dormit pas. Il s'assit sur le balcon de son penthouse au 42e étage. Regardant Chicago, la bague au rubis posée sur la table en verre à côté d'un whisky qu'il ne toucha jamais. La ville s'étillait en contrebas. Sa ville, celle où il contrôlait chaque coin de rue, chaque ruelle, chaque entrepôt. Pourtant, il ne pouvait pas contrôler les battements sauvages de son propre cœur chaque fois qu'il se souvenait de la façon dont le garçon penchait la tête. Frankie se tenait dans l'embrasure de la porte du balcon, silencieux, ne posant pas de questions. Le vieil homme avait 60 ans et servait la famille Valati depuis l'époque du père de Jared. Il avait perdu son fils dans une guerre de gang 12 ans plus tôt, et cette perte l'avait transformé en l'homme le plus silencieux de Chicago, mais aussi en celui qui comprenait le plus. « Frankie, patron, si tu savais que tu avais un petit-fils et que tu l'ignorais depuis 6 ans, que ferais-tu? » Frankie resta silencieux pendant un long moment. « Je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas répéter les vieilles erreurs. » Puis il se détourna, ses peaux lourdes sur le parquet.
Jared resta seul jusqu'à près de 2 heures du matin quand son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose, peut-être l'instinct, peut-être l'espoir, le poussa à le porter à son oreille. Jared Valetti. La voix de la femme à l'autre bout du fil était froide, contrôlée, mais tremblait au bord de chaque syllabe, comme une corde de violon tendue à sa limite. Ou préférez-vous que je vous appelle Dom? C'était comme si tout l'air avait disparu du penthouse. Catalina, ne prononcez pas mon nom avec cette voix. Vous n'avez pas le droit de prononcer mon nom avec cette voix. Pas après 7 ans. Jared serra le téléphone si fort que la coque émit un léger craquement. Comment avez-vous mon numéro? Mon fils est rentré cet après-midi avec 100 dollars et sans la bague que j'avais gardée pendant 7 ans. Il a décrit l'acheteur, un grand homme en costume noir, les yeux bruns, fixant la bague comme s'il regardait quelqu'un ressuscité d'entre les morts. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle s'arrêta et prit d'une courte et vive inspiration. Vous avez utilisé un faux nom il y a 7 ans, mais l'homme avec vous ne s'est pas aussi bien caché que vous. Je me suis souvenu du visage de l'homme qui attendait dans le SUV blindé plus tôt aujourd'hui, quand vous avez approché mon fils, celui assis sur le siège passager. Ça m'a pris 10 minutes sur Google. Thomas Brennan, avocat, dossier public au barreau, numéro de bureau sur le site web. J'ai appelé le bureau, j'ai dit que je devais le joindre d'urgence pour une affaire personnelle impliquant un enfant. Il m'a rappelé en 2 minutes. Ayant vu le fantôme dans vos yeux plus tôt sur ce trottoir, il savait clairement qui j'étais et m'a donné ce numéro. Tommy, pensa Jared. Il s'occuperait de Tommy plus tard, mais pas maintenant. Catalina, je ne savais pas pour Milo. Je jure que je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Vous êtes parti avant l'aube sans laisser de vrai nom. Alors comment auriez-vous pu savoir quoi que ce soit qui se soit passé après cette nuit? Chaque mot qu'elle prononçait était précis, mesuré, coupant exactement là où il le fallait. Ce n'était pas une femme qui appelait pour pleurer ou décharger son chagrin. C'était une mère qui avait vécu 7 ans seule et avait appris à transformer la douleur en armure. Je n'appelle pas pour vous entendre vous excuser. Les excuses n'élèvent pas un enfant. Les excuses ne peignent pas les factures de l'hôpital. Factures de l'hôpital? Je suis malade, Jared. Une maladie cardiaque, une cardiomyopathie, diagnostiquée il y a 2 ans. Elle dit cela d'une voix plate, comme si elle lisait des résultats d'analyse à un médecin au lieu de le dire au père de son enfant. Certains jours, je peux me lever normalement. D'autres jours, je suis allongé, me tenant la poitrine, et je ne peux pas respirer, et Milo doit aller à l'école tout seul. J'ai besoin d'une opération et je n'ai pas l'argent, et l'assurance publique ne couvre pas assez. Jared ouvrit la bouche, mais elle le coupa immédiatement. Je n'appelle pas pour demander de l'argent. Entendez bien cela. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de votre empire. Je ne veux rien qui soit lié à la vie que vous menez. J'appelle parce que j'ai besoin d'un nom sur des papiers de tutelle. Si je ne m'en sors pas, ma mère a 61 ans, elle est diabétique et elle ne peut pas élever ce garçon seul. Milo a besoin d'un plan de secours, pas d'un père, juste d'un nom légal. Et si je veux être plus qu'un nom sur un papier? Silence. Jared pouvait entendre sa respiration, plus lourde que la normale, la respiration de quelqu'un pour qui chaque inspiration coûtait un effort. Alors prouvez-le, pas avec de l'argent, pas avec des promesses, pas avec des gardes du corps ou des voitures blindées, en vous montrant. Elle fit une pause. Mais écoutez-moi attentivement, Jared. Milo ne sait pas qui vous êtes. Milo ne saura pas qui vous êtes jusqu'à ce que je décide que vous méritez qu'il le sache. Vous n'amenez pas votre monde près de mon fils. Pas d'armes, pas d'hommes. Rien de cet empire souterrain ne doit s'approcher de sa vie. Si je sens le danger ne serait-ce qu'une fois, je prendrai Milo et je disparaîtrai. Et cette fois, vous ne nous trouverez pas. Je comprends. Je n'ai pas fini. Sa voix se durcit encore d'un cran. L'école de votre fils, lundi, à 3h30 de l'après-midi. Il a une présentation de science. Soyez là. Asseyez-vous tranquillement. Regardez qui il est quand il ne sait pas que vous le regardez. C'est la première étape, la seule que vous êtes autorisé à faire pour l'instant. Montrez-vous ou ne réapparaissez plus. Elle raccrocha avant que Jared ne puisse dire un autre mot. Il resta assis, le téléphone silencieux pressé contre son oreille, regardant Chicago à 2 heures du matin, la ville qu'il dirigeait,
l'empire qu'il avait bâti avec du sang et de la stratégie. Mais une ancienne serveuse venait de lui donner un ordre d'une voix plus froide que n'importe quel chef de la mafia qu'il ait jamais affronté, et il allait y obéir car pour la première fois de sa vie, Jared Valletti avait reçu un ordre de quelqu'un d'autre et ne ressentait aucune envie de résister. Mais lundi semblait trop loin pour un homme dont l'âme était en feu, alors Jared demanda à Tommy de la contacter le lendemain matin pour plaider en faveur d'une conversation privée. Après 1 heure de silence, elle envoya finalement un texto avec 1 heure et un lieu. Samedi, 2 heures, Wicker Park. Samedi. Jared se tenait devant un placard plus grand que tout l'appartement de Catalina et ne savait pas quoi porter. Il resta là pendant 15 minutes, fixant les costumes alignés en rang parfait, comme des gardes en faction, jusqu'à ce que Frankie apparaisse dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, le regardant avec les yeux d'un père qui avait perdu un fils, et comprenait donc toutes les choses qui n'avaient pas besoin d'être dites. Enlevez l'armure, patron. Elle n'a pas besoin de rencontrer Jared Valletti. Elle a besoin de rencontrer Dom, l'homme qu'elle a connu il y a 7 ans. Jared choisit une chemise bleu marine, un jean et des bottes, enleva la montre à 50 000 $, enleva la chevalière de la famille de Valletti, poignet nu, doigt nu. Il se regarda dans le miroir et vit un homme qu'il ne reconnaissait presque pas. Le café à Wicker Park, à l'angle de Milwaukee et Damon. Jared arriva 15 minutes en avance, une vieille habitude, toujours arriver le premier pour contrôler l'espace, choisissant une table près du mur pour voir toutes les entrées et sorties. Il commanda un café noir et ne le but pas. Frankie se gara à 2 pâtés de maison, agité mais obéissant aux ordres de rester en retrait. 2 heures, 2h15, 2h10, le café refroidit. Peut-être qu'elle ne viendrait pas, peut-être qu'elle avait changé d'avis, peut-être qu'elle avait raison de changer d'avis. J'ai failli ne pas venir. Jared leva les yeux et le monde s'arrêta pour la 2e fois cette semaine-là. Catalina Morrow se tenait devant lui et 7 ans l'avaient changé d'une manière qui lui donnait envie de tout casser. Elle était toujours belle, peut-être même plus belle, mais c'était la beauté de quelqu'un qui avait trop enduré. Les ridules autour de ses yeux n'étaient pas dus à l'âge, mais à l'épuisement, aux nuits blanches, à l'inquiétude qui l'avait rongée. Sa peau était plus pâle qu'il ne s'en souvenait. Ses mains tremblaient un peu alors qu'elle tirait la chaise et s'asseyait. Elle portait un pull gris, un vieux jean et des chaussures en toile délavée. Pas de maquillage, sauf un peu de rouge à lèvres pâle. Pas de bijoux, sauf une paire de petites boucles d'oreilles en argent. Ce n'était pas un choix de style. C'était le choix de quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour quoi que ce soit de superflu. Catalina, ne... Elle s'assit, posa son sac en tissu sur ses genoux et garda la petite table entre eux comme un mur de forteresse. Pas de salutation. Ne me dites pas que je suis belle. Ne faites pas comme si les 7 dernières années n'avaient pas eu lieu. Si vous voulez parler, alors parlez, mais ne me faites pas perdre mon temps. Je n'en ai pas beaucoup. Très bien. Ils se regardèrent. Pour la première fois en 7 ans, Catalina parla la première, sa voix aussi tranchante qu'une lame. J'ai découvert que j'étais enceinte 6 semaines après cette nuit-là. 21 ans, seule, ne connaissant pas le vrai nom du père de mon bébé. J'ai accouché à l'hôpital public à 3 heures du matin, une nuit de mars, sans personne pour me tenir la main, sans personne pour signer les papiers. J'ai laissé la ligne du père vide sur l'acte de naissance parce que je n'avais rien à y mettre. Chaque phrase qu'elle prononçait n'avait ni montée ni descente, plate et précise, et cette platitude coupait plus profondément que n'importe quel cri aurait pu le faire. Catalina, je suis parti parce que... Parce que quoi? Dites-le. Jared prit une inspiration. Ma mère n'est pas morte de maladie. Elle a été abattue. Cette balle était destinée à mon père. Mais elle l'a trouvée à la place, car l'ennemi savait que la meilleure façon de détruire un homme était de tuer la femme qu'il aimait. Il regarda droit dans les yeux de Catalina. Cette nuit-là, je t'ai regardé dormir et j'ai vu ma mère. J'ai vu la balle, j'ai vu le cercueil. Si je restais, si quelqu'un savait que tu existais, tu deviendrais une cible. Je suis parti parce que je pensais que c'était la seule façon de te garder en vie. Silence. Catalina le regarda longuement, puis elle parla, et pour la première fois, sa voix n'était plus plate, mais tremblait sur les bords. Vous ne m'avez pas donné le droit de choisir. Vous avez décidé pour moi que je n'étais pas assez forte pour connaître la vérité, pas assez courageuse pour décider par moi-même si j'étais prête à accepter ce risque.
Vous appelez ça de la protection, mais ce n'était pas de la protection, c'était de l'abandon, juste de l'abandon avec une jolie excuse derrière. C'était si douloureusement vrai que Jared ne trouva pas un seul mot pour le contredire. Ma maladie cardiaque, continua Catalina, sa voix reprenant le contrôle, n'est pas du genre où je prends des médicaments et tout va bien. Mon cœur s'affaiblit un peu plus chaque jour. Le médecin dit que j'ai besoin d'une opération, le genre d'opération que l'assurance maladie ne couvre pas assez. Chaque mois, je choisis entre les médicaments et l'électricité. Il y a des semaines où je choisis les médicaments, et Milo doit porter son manteau à l'intérieur parce que je n'allume pas le chauffage. Elle se leva, la chaise raclant contre le parquet. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi je vous ai appelé. Pas à cause de vous, mais parce que Milo a besoin de quelqu'un si je ne m'en sors pas. Lundi, 3h30. Ne soyez pas en retard. Elle s'éloigna avant même qu'il ne puisse se lever. Jared la regarda quitter le café, sa silhouette petite et mince derrière la porte vitrée. Il laissa de l'argent sur la table, monta dans la voiture et dit à Frankie de la suivre. Sa vieille Toyota Corolla de 2009, avec le feu arrière droit cassé et rafistolé avec du ruban adhésif rouge, roulait devant son SUV blindé. Les deux voitures parcouraient la même route, mais elles appartenaient à deux mondes complètement différents. Catalina se gara devant un immeuble d'appartement à Pilsen, au 2e étage, mur extérieur à la peinture écaillée, rampe rouillée, bien que quelqu'un ait placé un petit pot de fleurs près des marches d'entrée. Elle sortit de la voiture lentement, prudemment, un pas à la fois. À la 3e marche, elle s'arrêta, une main agrippant la rampe, les épaules tremblantes, la tête baissée. Elle resta là pendant 10 secondes, essayant de respirer avant de remonter. Chaque marche était comme une petite montagne. Jared était assis dans la voiture, regardant, les deux mains agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, la mâchoire serrée, et il n'osa pas sortir parce qu'elle avait dit de ne pas le faire, parce qu'elle avait fixé les règles, et il devait les respecter. Mais regarder cette femme s'effondrer presque dans les escaliers de sa propre maison et ne pas être autorisée à faire quoi que ce soit, c'était une punition plus dure que n'importe quelle sentence que le système de justice fédéral pourrait jamais lui infliger. Lundi, 3h15 de l'après-midi. Jared était assis dans la voiture, regardant l'école primaire de Pilsen à travers le pare-brise, et il ressentit de la peur pour la première fois depuis qu'il avait 19 ans, debout devant le cercueil de sa mère. Un vieil immeuble en briques de 3 étages, les murs extérieurs couverts de peintures murales d'élèves, une aire de jeu avec une balançoire rouillée, des fenêtres décorées de découpages en papier coloré. Cela ne ressemblait en rien aux écoles privées qu'il avait recherchées en ligne 2 jours plus tôt, celles avec des piscines olympiques, des laboratoires de robotique et des frais de scolarité qui coûtaient plus que ce que Catalina gagnait dans 1 an. Mais c'était l'école de Milo, et cela en faisait l'endroit le plus important de la ville de Chicago. « Frankie, gare-toi à 2 pâtés de maison. »« Attends-moi, Étienne. Patron, laissez-moi au moins venir avec vous. »« Non. Pas de garde du corps, pas d'armes, rien. J'y vais seul. » Frankie le regarda dans le rétroviseur avec des yeux pleins de désaccord, mais obéit en silence. Jared franchit le portail de l'école, l'odeur de nettoyant industriel et de peinture pour affiches se mélangeant dans le couloir. Les tableaux d'affichage étaient couverts de dessins de travers et de calendriers d'événements. Il suivit les panneaux jusqu'à la cafétéria, qui avait été réaménagée en salle d'exposition scientifique, puis s'arrêta net dans l'embrasure de la porte. Milo se tenait à côté de sa table d'exposition, portant une blouse de laboratoire blanche si grande que les manches avaient été retroussées 3 fois et pendaient encore au-delà de ses poignets. Ses cheveux bruns légèrement bouclés étaient en désordre, comme ceux d'un enfant qui les avait brossés lui-même ce matin parce que personne ne l'avait aidé. Devant lui se trouvait une vieille boîte à œufs de 12 compartiments, chaque section contenant une roche différente et une affiche faite à la main avec le titre écrit au marqueur bleu « Les roches racontent l'histoire de la Terre ». Le garçon expliquait quelque chose à un enfant plus jeune, ses 2 mains bougeant constamment, les yeux brillants, la voix assez claire pour porter jusqu'au coin de la pièce. Jared entra et choisit une place au 2e rang, assez près pour voir clairement le visage de Milo, mais assez loin pour ne pas attirer l'attention.
Catalina était déjà assise au premier rang, vêtue d'une blouse bleu pâle, probablement juste après son service, des cernes sous les yeux, mais le dos parfaitement droit. Elle jeta un coup d'œil à Jared quand il s'assit, ne fit aucun signe de tête ni aucun sourire, le regarda simplement et se retourna. Il comprit. Se montrer était suffisant. Rien de plus n'était nécessaire pour l'instant. Un par un, les enfants se présentèrent, un système solaire fait de boules de polystyrène, une expérience de croissance de plantes, un projet sur la photosynthèse avec une énorme quantité de gestes de la main. Les parents applaudissaient, les enfants rayonnaient, la vie ordinaire se déroulait juste devant Jared, et il réalisa que c'était quelque chose dont il n'avait jamais vraiment été témoin auparavant. Puis le professeur appela le nom de Milo. Le garçon s'avança, sa blouse blanche flottant, sa boîte de roche tenue soigneusement dans ses deux mains. Il la posa sur la table et prit une profonde inspiration. « Bonjour à tous, je m'appelle Milo Morrow et mon projet s'appelle « Les roches racontent l'histoire de la Terre ». Sa voix résonna, confiante, stable. Il avait répété cela. La plupart des gens pensent que les roches ne sont que des roches, mais chaque roche raconte une histoire. Cette roche, dit-il en tenant une petite pierre grise, est du basalte. Elle se forme lorsque la lave volcanique se refroidit. Cela signifie que cette roche était autrefois du feu. Il la posa et en prit une autre. Celle-ci est du marbre. Au début, c'est du calcaire ordinaire. Mais après des millions d'années sous une très haute pression et chaleur, elle se transforme en marbre. Ma maman dit que les gens sont comme ça aussi. S'ils vivent sous une pression suffisante pendant assez longtemps, ils se transforment en quelque chose de plus fort. Catalina baissa la tête, ses yeux brillants. Milo regarda la pièce avec des yeux marron foncé, les yeux de Jared, et prononça sa dernière phrase. « Mais je pense un peu différemment de ma maman. Je pense que chaque roche est belle. Elle n'a pas besoin de subir de pression. Elle n'a pas besoin de devenir un diamant pour avoir de l'importance. Le basalte est beau aussi. Le calcaire est beau aussi. La valeur de quelque chose ne vient pas du fait qu'il est rare ou cher, elle vient du fait qu'il existe. » La pièce resta silencieuse une seconde, puis éclata en applaudissements. Jared applaudit avec tout le monde, mais il n'était pas sûr de respirer encore normalement, car son fils de 6 ans, venait de dire quelque chose que lui-même n'avait pas compris en 36 ans de vie. Après les présentations, les parents et les enfants se dispersèrent pour regarder les tables d'exposition. Jared resta en retrait près du coin de la pièce, ne sachant pas s'il devait s'avancer ou non, quand Malo courut droit vers lui, sa blouse de laboratoire blanche volant. « Hey, monsieur qui a acheté la bague, vous êtes vraiment venu. » Le garçon sourit, tout en gencive et avec une incisive manquante. « Avez-vous vu mon volcan de basalte? Je l'ai trouvé à Humboldt Park, juste au bord de la rivière. Je l'ai vu. Tu as fait un excellent travail, Milo. Un très grand travail. Je sais, dit le garçon, non pas avec arrogance, mais simplement, comme s'il énonçait un fait. Puis il pencha la tête et regarda Jared avec ce même regard évaluateur que Jared avait vu pour la première fois sur le trottoir. Un regard plus vieux que son âge, plus vif que son âge. Vous me regardez d'une manière vraiment bizarre, pareil que lorsque vous avez acheté la bague. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Jared s'agenouilla à la hauteur des yeux du garçon, comme il l'avait fait sur le trottoir ce jour-là, mais cette fois plus près, plus réel et plus douloureux, parce que tu me rappelles quelqu'un de très important pour moi. Quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. Qui? Je te le dirai, mais pas aujourd'hui. Milo laissa échapper un souffle par le nez, le genre de souffle qu'un enfant fait quand il a entendu cette réponse trop de fois. Les adultes disent toujours pas aujourd'hui, puis aujourd'hui n'arrive jamais. Les mots se logèrent dans la poitrine de Jared comme une balle au ralenti. Avant qu'il ne puisse répondre, Catalina appela Milo pour l'aider à nettoyer la table d'exposition. Le garçon s'enfuit, sa blouse blanche flottant derrière lui. Jared se leva et sortit dans le couloir. Catalina attendait déjà devant la porte de la cafétéria, appuyée contre le mur, les bras croisés, le visage fatigué, mais les yeux vifs. « Il vous aime bien, dit-elle doucement. Il est sélectif avec les gens, mais il vous aime bien. Il est incroyable, Catalina. Vous l'avez magnifiquement élevé. Mais il commence à deviner. » Catalina regarda dans la cafétéria où Milo replaçait soigneusement chaque roche dans la boîte à œufs. Il est trop intelligent. La façon dont vous le regardez, la façon dont vous vous agenouillez à sa hauteur, la bague,
Tout cela commence à se connecter dans son esprit. Elle se tourna pour regarder Jared. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il ne trouve la réponse par lui-même. Et je veux qu'il entende la vérité de notre part, pas qu'il la reconstitue lui-même et ait l'impression qu'on lui a menti. Ce soir-là, Jared se rendit à Alinea, à Lincoln Park, dans la même rue où, 7 ans plus tôt, il avait rencontré Catalina dans un bar à 3 pâtés de maison de là. Et cette coïncidence ne lui échappa pas. Margot Delacroix était déjà assise à leur table réservée, parfaite comme toujours. Des cheveux blonds cendrés tombant en vagues douces, une robe blanche coupée avec une précision sans effort, un simple rang de perles à son cou. Tout en elle parlait le langage du pouvoir. Elle coupait son saumon en morceaux parfaitement égaux quand Jared s'assit, et elle ne leva pas les yeux. Tu as 10 minutes de retard. Tu n'es jamais en retard. J'ai besoin de te parler, Margot. À propos du calendrier d'essayage du smoking, mon père veut l'avancer à la semaine prochaine car il doit s'envoler pour Marseille à la fin du mois. Ce n'est pas à propos du smoking. Margot posa son couteau et sa fourchette. Les deux ustensiles s'alignèrent avec une symétrie parfaite sur l'assiette. Puis elle leva le regard. Ses yeux étaient gris pâle, vifs, le genre d'yeux entraîné depuis l'enfance à lire une personne avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle lut le visage de Jared et sa colonne vertébrale se raidit, même si elle ne recula pas. Continue. Il y a 7 ans, avant de te rencontrer, j'ai passé une nuit avec une femme, une serveuse dans un bar. Je n'ai pas laissé mon vrai nom, pas laissé de numéro, j'ai disparu le lendemain matin. Margot ne s'y a pas. Continue. Elle est tombée enceinte. J'ai un fils de 6 ans dont j'ignorais l'existence jusqu'à la semaine dernière. Silence. Jared compta. Une seconde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondes complètes de silence absolu. Dans leur monde, 10 secondes de silence étaient plus dangereuses que 10 minutes de cris. Margot leva son verre de vin, bat une lente gorgée et le reposa. Quand elle parla, sa voix était plate comme la surface d'un lac gelé. Un fils. Il s'appelle Milo. Milo. Elle répéta le nom comme pour le peser sur sa langue. Et sa mère? Catalina Moreau. Elle vit à Pilsen et 2 emplois, une maladie cardiaque. Pilsen. La bouche de Margot se crispa presque. Tu es en train de me dire que tu as un enfant illégitime avec une serveuse vivant dans un quartier populaire, alors que nous préparons un mariage de 200 invités dans le domaine de mon père à Lake Forest? Je te dis que j'ai un fils et que je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Personne ne te dit de faire semblant. Soutiens-le. Envoie de l'argent. Crée un fonds, mais garde tes distances. Non. Non. Je veux être dans sa vie, vraiment. Margot le regarda. Et pour la première fois en 4 ans de connaissance, Jared vit quelque chose se fissurer sous la couche de glace impeccable qu'elle portait toujours. Pas de la colère, de la peine, de la vraie peine, même si cela ne dura qu'une seconde avant qu'elle ne l'écrase à nouveau. Tu sais ce qu'est ce mariage, dit-elle en baissant la voix, jusqu'à ce que seul lui puisse l'entendre. Une alliance entre les Valletti et les Delacroix. Mon père a investi 150 millions de dollars dans ton territoire. Les lignes de transport maritime via le port de Newark, le réseau de distribution dans toute la région des Grands Lacs. Tout repose sur cette union. Si tu annules ces fiançailles, tu ne me quittes pas seulement, Jared. Tu trahis la famille Delacroix. Dans notre monde, tu sais mieux que moi ce que cela signifie. Je sais. Tu déclares la guerre, alors considère-la comme déclarée. Jared le dit calmement, mais pas avec ses yeux. Ses yeux disaient « Je connais le prix et je suis prêt à le payer ». Margot se leva lentement. Chaque mouvement était parfaitement contrôlé. Elle repoussa sa chaise, posa sa serviette sur la table, lissa le devant de sa robe. Tout était exactement correct, exactement à la manière d'une fille Delacroix. Mais la main qui tenait son verre de vin tremblait, seulement légèrement, presque trop peu pour être vue. Mais Jared le vit, et il sut que le tremblement n'était pas de la colère. C'était le tremblement de quelqu'un qui venait d'être abandonné par un homme dont elle s'était, même si elle ne l'aurait jamais dit à voix haute, vraiment souciée. « Tu regretteras ça, Jared, dit-elle, puis elle traversa le restaurant, le dos droit, la tête haute, ses talons frappant le sol en pierre en clics réguliers et mesurés. Chaque pas était impeccable, car on lui avait appris depuis l'enfance à ne jamais laisser personne la voir s'effondrer. Jared resta là, seul, regardant le saumon à moitié coupé dans son assiette.
le vin à moitié fini dans son verre, et comprit qu'il venait de mettre le feu à quelque chose de bien plus grand qu'une rupture de fiançailles. Sur le parking du restaurant, Margot Delacroix était assise dans sa Porsche Cayenne, les deux mains agrippant le volant, les yeux fixés droit devant. Elle ne pleurait pas. Les femmes Delacroix ne pleurent pas. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de son père, et quand Philippe Delacroix répondit, sa voix était redevenue parfaite, froide, tranchante, sans une seule fracture. Père annule les fiançailles, coupe toutes les lignes d'approvisionnement vers Valletti, gèle la route de Newark ce soir. Silence à l'autre bout du fil, puis Philippe demanda avec la voix calme d'un homme qui avait tué assez souvent pour que le calcul soit la seule émotion qui lui restait. Pourquoi? Il a un enfant hors mariage, une serveuse à Pilsen. Elle s'appelle Catalina Moreau. Margot fixa le parking à travers le pare-brise. Trouve tout sur elle. Tout. Le week-end suivant, ils étaient tous les quatre assis chez Margie's Candies sur Western Avenue. Et pendant les 20 premières minutes, Jared Valletti oublia qui il était. Le glacier à l'ancienne des années 1920, les murs en bois jauni, le comptoir en verre exposant des rangées de couleurs, l'odeur des cornets gaufrés fraîchement cuits se mêlant au rire des enfants et à la musique des années passées jouant doucement depuis les haut-parleurs du plafond. Milo se tenait le visage presque collé à la vitrine. Ses yeux parcouraient chaque bac de glace avec un sérieux absolu. C'est une décision importante. Je ne peux pas me précipiter. Le garçon le dit sans se retourner, les deux mains appuyées sur le bord du comptoir, le front plissé. Tommy se tenait à côté de lui, les deux mains dans les poches, souriant. Gamin, c'est de la glace. Pas un examen final. Tu ne comprends pas. Chaque saveur a une structure différente. La menthe chocolat a une combinaison de textures croquantes et douces. La vanille est complètement lisse. Ce sont deux expériences scientifiquement différentes. Tommy regarda Jared. Ce gamin parle comme un professeur. Et il n'a que 6 ans. Catalina se tenait à côté de Jared, gardant juste assez de distance pour que leurs épaules ne se touchent pas, mais plus près qu'elles ne l'avaient été les autres fois. Elle avait toujours l'air fatiguée. Elle avait toujours des cernes sous les yeux. Mais aujourd'hui, elle portait un chemisier blanc propre au lieu d'une blouse bleu pâle, et Jared réalisa que c'était ainsi qu'elle s'était préparée pour cet après-midi. Elle avait fait un effort. Cela signifiait qu'elle lui donnait une chance. Il est toujours comme ça, dit doucement Catalina en regardant Milo. Il lui faut 15 minutes pour choisir une saveur de glace. Il lui faut une demi-heure pour choisir une roche dans le parc. Il ne se précipite jamais une fois qu'il a décidé que quelque chose est important. Je me demande de qui il tient ça. Catalina jeta un coup d'œil à Jared. Presque un sourire. Presque. Ne te flatte pas. Milo choisit finalement 2 boules. Menthe chocolat et sorbet mangue. Jared paya avant que Catalina ne puisse ouvrir son portefeuille. Elle le regarda. Je paye la prochaine fois. D'accord, la prochaine fois. Ces 2 mots restèrent en suspens entre eux comme une promesse qu'aucun d'eux n'était encore prêt à nommer. Ils s'assirent tous les 4 à une table en bois près de la fenêtre. Milo était assis entre Jared et Catalina, balançant ses jambes car la chaise était trop haute, mangeant sa glace avec une concentration absolue, goûtant chaque cuillerée, puis penchant la tête pour l'analyser. La menthe gagne toujours. La mangue doit faire plus d'efforts. Tommy était assis en face d'eux, ayant commandé un sundae géant. Il mangeait comme un homme qui n'avait pas mangé de glace depuis 10 ans. Ce gamin doit participer à MasterChef. Milo sourit, tout en gencive et avec une incisive manquante. Catalina rit aussi, juste un peu, mais c'était réel. Et Jared était assis là, dans ce vieux glacier, avec ses 3 personnes, et il ressentit quelque chose que le penthouse du 42e étage, l'empire du Southside et tout ce qu'il avait jamais construit avec du sang ne lui avaient jamais donné. La normalité. Il se sentait normal. Puis son téléphone vibra. Il était sur le point de l'ignorer, mais il continuait de vibrer. Un message après l'autre. Il jeta un coup d'œil à l'écran, des messages de Frankie, puis de 3 autres hommes. Il ouvrit le premier et le sang dans ses veines se glaça. 2 photographies. L'entrepôt du Southside, la porte en acier défoncée, 2 gardes gisant sur le sol en béton. Du sang s'était accumulé autour d'eux. Un message d'un numéro inconnu sous les photos disait « Salutations de la famille Delacroix. C'est le prix de la trahison. » Jared serra plus fort son téléphone sous la table. Son visage ne changea pas. Pas un seul muscle ne bougea, car on lui avait appris à ne jamais laisser paraître ses émotions en public.
Mais à l'intérieur, tout criait. Deux hommes, parce qu'il avait annulé les fiançailles avec Margot, parce qu'il avait choisi Catalina et Milo, et Delacroix venait de lui faire savoir que ce n'était que le début. « Je dois y aller », dit-il en commençant à se lever. Catalina le regarda et lut quelque chose sur son visage, même s'il l'avait bien caché. Ses yeux s'assombrirent. Mais avant qu'il ne puisse se lever complètement, une petite main attrapa son poignet. Milo. Le garçon leva les yeux vers lui avec des yeux marron foncé. Ses yeux. Et dit d'une voix douce comme l'air mais plus lourde que n'importe quelle menace que Jared ait jamais reçue. « Tu as promis que tu ne partirais pas. » 5 mots. Encore 5 mots, comme ce jour-là sur le trottoir. Jared baissa les yeux sur la petite main enroulée autour de son poignet, collante de glace au chocolat, les ongles rongés, les doigts fins. Puis il regarda le visage de Milo. Puis il regarda le téléphone dans son autre main, où les photos de 2 cadavres attendaient qu'il s'en occupe. Son fils dans une main, son empire dans l'autre. Il se rassit, éteignit complètement le téléphone, le glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Je ne vais nulle part. Dis-moi, est-ce que la mangue a rattrapé la menthe? » Milo rayonna. Catalina regarda Jared. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleura pas. Elle le regarda seulement comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Tommy regarda le téléphone éteint dans la poche de Jared, puis le visage de Jared, et comprit. Discrètement, sous la table, il sortit son propre téléphone et envoya un texto à Frankie. « Occupe-t'en, le patron ne rentre pas ce soir. » Cette demi-heure autour d'une glace a coûté 2 vies à l'entrepôt du Southside. Jared le savait. Il savait que chaque minute qu'il passait assis là était une minute où il ne réagissait pas, ne donnait pas d'ordre, ne protégeait pas son territoire. Il savait que Delacroix comptait chaque seconde de son silence et l'interprétait comme une faiblesse. Il savait tout cela, et pourtant il resta assis dans ce vieux glacier, écoutant son fils analyser la texture du sorbet à la mangue, car pour la première fois de sa vie, il avait choisi la bonne chose. Au même moment où Jared mangeait une glace avec Milo chez Margie's Candies, une Porsche Cayenne noire s'arrêta devant l'immeuble d'appartement à Pilsen. Margot Delacroix sortit de la voiture, leva les yeux vers l'immeuble aux murs écaillés, aux rampes rouillées et aux petits pots de fleurs près des marches d'entrée, et ses lèvres se pressèrent en une ligne fine et droite. Elle portait un long manteau de couleur crème, ses cheveux soigneusement tirés en arrière, ses talons claquant contre des escaliers en béton fissuré, chaque pas semblant douloureusement déplacé dans ce quartier, comme un diamant posé sur un trottoir. Elle frappa à la porte de l'appartement du 2e étage. Darlene Moreau ouvrit, 61 ans, les cheveux gris attachés en un chignon soigné, portant encore sa robe d'église, car elle venait de rentrer du service de l'après-midi. Elle regarda la femme qui se tenait devant elle avec une méfiance immédiate, le genre de méfiance qui appartient à quelqu'un qui a vécu assez longtemps dans un quartier populaire pour savoir quand quelque chose ne va pas. « De quoi avez-vous besoin? »« Madame Moreau, je m'appelle Margot Delacroix. Je suis la fiancée, enfin l'ancienne fiancée de Jared Valetti. » Darlene ne l'invita pas à entrer, n'ouvrit pas la porte plus grand. « Je ne connais personne du nom de Jared Valetti. Si vous le connaissez, c'est l'homme qui est en train de manger une glace avec votre fille et votre petit-fils en ce moment même. » Darlene ne dit rien. Ses yeux se plissèrent. « Je ne suis pas ici pour créer des problèmes, Madame Moreau. Je suis ici parce que je m'inquiète pour la sécurité de Catalina et de Milo. Je sais que cela semble ridicule venant de moi aussi, mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. » La courtoisie du Sud l'emporta sur la méfiance instinctive. Darlene s'écarta, mais elle n'offrit pas de siège à Margot, ne fit pas de thé, se contenta de se tenir au milieu du petit salon, les 2 bras croisés sur sa poitrine. Margot laissa ses yeux parcourir rapidement l'appartement, discrètement, mais pas assez discrètement. Un vieux canapé recouvert d'un plaid pour cacher les déchirures, une petite télévision à écran plat sur un meuble en bois pressé, les manuels de Catalina empilés sur la table à manger, la collection de roches de Milo alignée sur le rebord de la fenêtre, chaque pierre étiquetée au crayon, une vieille lampe de table avec un fin tissu drapé sur l'ampoule, car l'abat-jour était cassé. Tout dans cet appartement disait la même chose. Les gens qui y vivaient faisaient tout ce qu'ils pouvaient avec le peu qu'ils avaient. Margot posa une grande enveloppe jaune sur la table basse. « S'il vous plaît, ouvrez-la. » Darlene regarda l'enveloppe comme on regarde un serpent. Qu'y a-t-il dedans? La vérité. Darlene ouvrit l'enveloppe,
À l'intérieur se trouvaient trois choses. Premièrement, un chèque de banque de 3 millions de dollars au nom de Catalina Morrow. Darlene regarda le montant, ses yeux s'écarquillant avant de se plisser à nouveau aussitôt. Deuxièmement, deux billets d'avion aller simple de Chicago à Portland, en Oregon, à date ouverte et sans restriction. Troisièmement, un dossier épais d'environ 30 pages. Darlene tourna la première page et sa main se mit à trembler. Des photographies de scènes de crime, des photographies d'entrepôts, des cadavres, des documents de police marqués du nom de Jared Valati comme principal suspect. Pas assez de preuves pour des poursuites. Une liste de crimes présumés. Meurtre, contrebande, extorsion, blanchiment d'argent, intimidation de témoins. 7 pages de photos de scènes de crime de 7 affaires différentes au cours des 10 dernières années. Darcy referma le dossier, mais pas assez vite. Ces images étaient maintenant dans ses yeux. « Ce n'est pas un homme d'affaires, Madame Morrow, » dit Margot, sa voix douce, mais chaque mot placé avec la précision d'un scalpel. Il est le chef d'une organisation criminelle qui contrôle tout le South Side de Chicago. Il a tué des gens, ordonné de tuer des gens, détruit d'autres familles, et maintenant il est assis là à manger une glace avec votre petit-fils. Darlene regarda le dossier sur la table, puis Margot. « Pourquoi me dites-vous ce que là? Parce que Catalina ne m'écoutera pas. Mais vous êtes sa mère. Vous protégerez votre petit-fils à tout prix. » Margot se dirigea vers la porte. 3 millions de dollars suffisent pour que Catalina subisse une opération du cœur dans n'importe quel hôpital du pays, assez pour que Milo aille dans la meilleure école de Portland, assez pour qu'ils recommencent leur vie quelque part loin de Jared Valati et de tout ce qui vient avec ce nom. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se retourna pour regarder Darlene. « Je ne suis pas une bonne personne, Madame Morrow, je l'admets, mais ces photographies dans ce dossier sont réelles. Jared Valati est un danger réel et votre fille amène votre petit-fils dans le champ de vision de ce monde sans même le savoir. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous montriez le dossier à Catalina. Laissez-la décider par elle-même. Si elle choisit toujours de rester après avoir vu ces photographies, alors c'est son droit. Mais elle mérite de connaître la vérité sur l'homme qui entre dans la vie de son fils. » Margot sortit, ses talons claquant dans les escaliers, et la porte se referma doucement derrière elle. Darlene resta seule dans le petit salon. Sur la table basse, le chèque de 3 millions de dollars reposait à côté des 2 billets d'avion, à côté du dossier criminel rempli de photographies de cadavres. Elle regarda la collection de roches de Milo sur le rebord de la fenêtre, chaque petite pierre soigneusement étiquetée au crayon par un garçon de 6 ans, et elle sentit le poids d'un choix qu'aucune femme de 61 ans n'aurait dû être amenée à faire. Dehors, la lumière du soleil de fin d'après-midi de Pilsen inondait la pièce, tombant sur le chèque, sur le dossier, sur tout cela. Catalina serait à la maison dans l'heure, et tout ce qu'elle essayait de construire avec Jared l'attendrait sur la table. Catalina rentra à la maison à 6 heures du soir, fatiguée mais le cœur plus léger qu'elle ne l'avait été depuis des jours, car l'après-midi de glace avec Milo et Jared était encore chaud dans sa poitrine. Elle ouvrit la porte et vit sa mère assise sur le canapé, le dos droit, les 2 mains posées sur ses genoux, les yeux rouges. Sur la table basse devant Darlene se trouvaient le chèque, les 2 billets d'avion et le dossier ouvert à une page avec des photographies de scènes de crime. « Maman, que s'est-il passé? » Darlene ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux sur la table. Catalina s'avança, vit le dossier, et le monde qu'elle avait si soigneusement reconstruit au cours des 2 dernières semaines s'effondra. Elle prit la pile de papier, tourna les pages une par une. Photographies d'entrepôts, photographies de cadavres, le nom de Jared Valati répété encore et encore dans les rapports de police, les notes du FBI et les lignes en gras marquant suspect principal, preuves insuffisantes, meurtre, contrebande, extorsion, blanchiment d'argent. Intimidation de témoins. 10 ans, 7 affaires. Ses mains tremblaient, mais elle lut chaque page une par une, car Catalina Morrow ne détournait jamais le regard. Peu importe à quel point la vérité était laide. Qui a apporté ça? Une femme nommée Margot Delacroix. Elle a dit qu'elle était son ancienne fiancée. Catalina posa le dossier, regarda le chèque de 3 millions de dollars à son nom, regarda les 2 billets d'avion pour Portland, puis elle prit son téléphone et appela Jared. Il répondit après une sonnerie. « Catalina,
Viens ici, tout de suite. Sa voix n'était pas froide comme la première fois qu'elle l'avait appelé. Cette fois, elle était vide, le genre de vide qui appartient à quelqu'un qui n'a plus de place en soi pour ressentir une chose de plus. Jared arriva en 20 minutes. Frankie se gara dans la rue. Darlene lui ouvrit la porte, ne le regarda pas dans les yeux, s'écarta simplement, puis entra dans la chambre de Milo et ferma la porte. Catalina se tenait au milieu du salon, le dossier ouvert sur la table à une page de scène de crime. Elle ne s'assit pas, ne lui demanda pas de s'asseoir. Vous tuez des gens. Ce n'était pas une question. Jared regarda le dossier, regarda les photographies qu'il connaissait trop bien car il connaissait chaque affaire, chaque nom, chaque raison. Puis il regarda Catalina. Oui, un mot. Pas d'excuse, pas d'explication, pas de « mais tu dois comprendre », pas de « les circonstances m'y ont forcé ». Juste oui. Catalina prit une inspiration, sa poitrine se serrant de douleur, mais elle ne posa pas la main dessus car elle ne voulait pas qu'il voie de faiblesse en elle maintenant. Vous faites de la contrebande. Oui. Vous extorquez des gens. Oui. Vous ordonnez de tuer des gens sans se gouiller, puis vous retournez à votre penthouse, buvez du whisky et regardez la ville. Jared ne dit rien, car c'était vrai aussi. Et vous voulez être le père de mon fils, dit-elle, et enfin sa voix se brisa. Pas beaucoup, juste une petite fracture, mais assez pour que Jared entende 7 ans d'épuisement se déverser dans une seule phrase. Vous voulez qu'un enfant de 6 ans appelle l'homme de ses photographies son père? Je ne suis pas un homme bien, Catalina. Je n'ai jamais dit que j'étais un homme bien. Mais vous étiez assis là à manger une glace avec mon fils cet après-midi, comme si vous étiez normal. Vous vous êtes agenouillé à sa hauteur. Vous lui avez souri. Vous avez éteint votre téléphone parce qu'il vous tenait la main, alors qu'au même moment, elle montra le dossier. Vos hommes mouraient dans un entrepôt à cause du monde que vous avez construit. Catalina, ne prononcez pas mon nom. Elle se détourna, les épaules tremblant légèrement, puis lui fit face à nouveau, les yeux secs car elle avait déjà assez pleuré. Il y a 7 ans, elle avait épuisé toutes les larmes qu'elle avait pour cet homme. J'ai presque cru en vous cet après-midi au glacier, quand vous avez éteint votre téléphone et êtes resté à cause de Milo. J'ai presque cru que vous étiez différent, que 7 ans changent les gens, que peut-être que Milo pourrait avoir un père. Elle prit le dossier et le lui tendit. Mais ça, c'est vous. C'est votre vraie vie. Et je ne traînerai pas mon fils dans cette vie. Votre mère est morte à cause de cette vie. Vous l'avez dit vous-même la semaine dernière au café. Vous êtes parti il y a 7 ans parce que vous aviez peur que je meure comme votre mère. Maintenant, vous revenez en portant exactement la chose dont vous aviez peur. C'était si précis que Jared ne trouva pas un seul mot pour le contredire. Laissez Milo hors de votre vie, Jared. Partez. 7 fois au moins, partez pour la bonne raison. Il resta là, la regarda le dossier, regarda le chèque de 3 millions de dollars sur la table, regarda la collection de roches de Milo sur le rebord de la fenêtre, chaque petite pierre étiquetée au crayon, le basalte, le marbre, le quartz qu'il avait trouvé à Humboldt Park. Puis il se tourna et sortit. Il ne dit pas un mot de plus, car il n'y avait pas de mot juste. La porte se referma, ses pas s'estompèrent dans les escaliers. Catalina se tenait au milieu du salon, les 2 mains pendantes le long de son corps, fixant la porte fermée. Et elle ne savait pas si elle venait de faire la bonne chose ou de perdre la chose la plus importante de sa vie après Milo. Mais dans la petite chambre à 4 pas de là, derrière la porte que Darlene pensait avoir complètement fermée, Milo était allongé sur son lit, les yeux ouverts, son oreille pressée contre le mur. Il avait tout entendu. Le mot « père », les mots « tuer des gens », les mots « partis », le nom Jared, le nom que l'homme qui avait acheté la bague avait prononcé sur le trottoir, le nom dont Milo se souvenait depuis le premier jour, maintenant lié au mot « papa » et « tuer des gens » dans la même phrase. Et son esprit de 6 ans essayait d'assembler ces pièces en quelque chose qui avait du sens. Il resta immobile jusqu'à ce qu'il entende maman pleurer, puis arrêter de pleurer, puis aller dans la salle de bain et allumer l'eau pour pouvoir continuer à pleurer sans que personne ne l'entende. Puis il ferma les yeux et prit une décision. Le lendemain matin, à 6 heures, Catalina entra dans la chambre de Milo pour le réveiller pour l'école. Le lit était vide, la couverture soigneusement pliée.
l'oreiller redressé. Milo était toujours ordonné, même à 6 ans. Sur l'oreiller reposait une feuille de papier arrachée d'un cahier. Les mots écrits au crayon soigné, avec l'écriture penchée d'un enfant qui apprend encore à écrire. De petits points ronds au lieu de points finaux. Je suis allé chercher la vérité. Je serai bientôt à la maison. Je t'aime, maman. Catalina lut la note 2 fois, puis ses jambes la lâchèrent et elle s'effondra sur le sol de la chambre. Darlene accourut du salon en entendant le bruit et trouva sa fille assise par terre, le visage blanc, la main tremblant violemment autour de la note. « Milo est parti, maman, » dit Catalina, et sa voix n'était plus celle de la femme forte qui avait élevé un enfant seul pendant 6 ans, mais la voix d'une mère mourant de l'intérieur. Mon fils était parti. Elle appela Jared. Il répondit avant la deuxième moitié de la sonnerie. Milo s'est enfui. 4 mots, et Jared était déjà sorti de son penthouse avant que Catalina ne puisse dire autre chose. Il appela Tommy en descendant dans l'ascenseur, appela Frankie en courant dans le hall, et 10 minutes plus tard, les 3 hommes étaient dans une voiture filant à travers Chicago à 6h20 du matin. Pas de soldats de la mafia, pas de sous-fifres, pas d'armes. Jared donna l'ordre clairement. Juste nous 3. Personne d'autre. Nous n'amenons pas ce monde là-dedans. Tommy conduisait. Frankie était assis sur le siège passager. Et Jared était assis à l'arrière, appelant Catalina encore et encore pour avoir des nouvelles. L'école? J'ai déjà vérifié. Le portail est fermé. Il n'y a personne. La bibliothèque publique? Elle n'est même pas encore ouverte. Il est 6 heures du matin. L'église Saint-Pierre sur Ashland? Maman vérifie. Tommy conduisait lentement dans les rues de Pilsen pendant que les 3 hommes cherchaient par les fenêtres la silhouette d'un enfant de 6 ans dans une ville de 6 millions d'habitants. 1 heure, rien. 2 heures, rien. Humboldt Park, où Milo aimait trouver des roches, vide. La rivière Chicago, vide. L'arrêt de bus au coin, vide. Catalina rappela pour la 12e fois. Et à ce moment-là, sa voix ne tenait plus. Jared, il n'a que 6 ans. Il est là dehors, seul. Il ne connaît pas les rues. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas d'argent. Je vais le trouver. Vous ne pouvez pas savoir ça. Si je le sais, je vais trouver mon fils. Silence à l'autre bout du fil. C'était la première fois qu'il disait mon fils à Catalina, et tous deux le savaient. 3 heures passèrent, 9 heures du matin. Frankie traversait Little Village pour la 3e fois, quand Jared lui dit de s'arrêter. Il ferma les yeux, serra fort ses genoux avec ses 2 mains et essaya de penser non pas comme un chef de la mafia, mais comme un garçon de 6 ans qui venait de découvrir qui était son père. Qu'avait entendu Milo la nuit précédente? Il avait entendu le mot « père ». Les mots tuaient des gens. Les mots partis. Le garçon avait écrit « Je suis allé chercher la vérité ». Pas s'est enfui. Pas à quitter la maison. Chercher la vérité. Alors, où un enfant de 6 ans irait-il pour trouver la vérité sur son père? Là où tout avait commencé. L'endroit où il avait rencontré Jared pour la première fois. L'endroit où la bague les avait réunis. 18e et Blue Island, dit Jared. Retourne à Pilsen, l'endroit où il vendait la bague. Tommy appuya sur l'accélérateur. 7 minutes plus tard, la voiture tourna dans la rue et Jared le vit. Milo était assis sur une caisse en plastique retournée. La même caisse, le même coin, le même trottoir fissuré. Il portait un manteau bleu zippé jusqu'au menton, un jean, des baskets. Ses cheveux en désordre après les avoir brossés lui-même. Devant lui, il n'y avait pas de présentoir en carton, pas de jouets, pas de limonade. Seulement une petite pancarte arrachée d'une boîte de céréales, écrite proprement au crayon. « Je cherche mon papa. Il s'appelle Jared. Si vous le voyez, dites-lui que je suis là. » Jared ouvrit la portière avant même que Tommy ne se soit complètement arrêté. Il posa le pied sur le trottoir, les jambes tremblantes. Et cette fois, il ne s'agenouilla pas comme il l'avait fait auparavant. Il se tint à 3 pas de Milo, regardant le garçon assis sur la caisse en plastique au milieu d'une matinée de Chicago. Et il ne savait pas s'il avait le droit de s'approcher davantage. Milo leva les yeux, des yeux marron foncé, les yeux de Jared, fixés droit sur lui. Pas de peur, pas de colère, seulement d'un enfant de 6 ans qui avait décidé que la seule façon de connaître la vérité était de s'asseoir ici et d'attendre qu'elle vienne. « Je sais maintenant, » dit Milo. Sa voix était petite,
mais elle ne tremblait pas. J'ai entendu maman parler hier soir. Tu es de mon papa? Jared déglutit difficilement. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que ta maman voulait attendre que tu sois prêt. Je suis prêt depuis longtemps. Milo se leva de la caisse en plastique, n'arrivant qu'à la hauteur de la poitrine de Jared, minuscule sur le large trottoir. Il leva les yeux, pencha la tête et posa la question que Jared craignait le plus depuis le jour où il avait vu la bague dans cette même rue. Es-tu une mauvaise personne, papa? La question resta en suspens entre eux sur un trottoir de Pilsen à 9 heures du matin. Les voitures passaient, les piétons passaient. Personne ne savait que sur ce coin de rue, un garçon de 6 ans demandait à son père de dire la vérité. Jared regarda son fils. Il aurait pu mentir. Il avait menti toute sa vie, menti à la police, menti à ses partenaires, menti aux tribunaux, menti à lui-même. Mais ses yeux marrons foncés, ses propres yeux le regardant depuis un visage de 6 ans, exigeaient la seule chose qu'il n'avait jamais vraiment donnée à personne. La vérité. J'ai fait de mauvaises choses, Milo, dit Jared, et sa voix se brisa sur le dernier mot. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Je ne suis pas un homme bien. Milo le regarda sans ciller. As-tu tué des gens? J'ai entendu maman le dire. Oui. Un mot. Plus lourd que n'importe quelle sentence jamais prononcée. Milo resta silencieux. Il baissa les yeux sur la petite pancarte au crayon dans sa main. Je cherche mon papa. Il s'appelle Jared. Puis il releva les yeux vers lui. Alors pourquoi es-tu venu me chercher? Pourquoi as-tu acheté la bague? Pourquoi es-tu venu voir ma présentation? Pourquoi as-tu mangé une glace avec moi si tu es une mauvaise personne? À cause de toi, Jared tomba à genoux sur le trottoir. La troisième fois qu'il s'agenouillait devant ce garçon dans la même rue. Mais cette fois, il n'essayait de rien cacher. Parce que la première fois que je t'ai vu sur ce trottoir, tu m'as donné envie d'être meilleur. Je ne savais pas comment. Je ne savais même pas ce que meilleur signifiait, car je n'avais jamais essayé. Mais tu m'as donné envie d'essayer. Des larmes coulaient sur le visage de Jared Valletti. Pour la première fois en 17 ans. La dernière fois qu'il avait pleuré, c'était devant le cercueil de sa mère, à 19 ans, jurant qu'il ne serait plus jamais faible devant qui que ce soit. Il avait tenu cette promesse pendant 17 ans de sang et de pouvoir. Et un garçon de 6 ans l'avait brisé avec une seule question. Milo regarda les larmes sur le visage de son père. Il n'avait jamais vu un homme pleurer auparavant. Les hommes qu'il connaissait, les voisins, les professeurs, les pères de ses amis, aucun d'eux ne pleurait devant lui. Mais cet homme, l'homme que maman disait dangereux, l'homme qui tuait des gens, était à genoux sur un trottoir fissuré et pleurait à cause de lui. « Veux-tu vraiment être meilleur? » demanda Milo. « Oui. Alors fais-le. Ne le dis pas. Fais-le. » Milo s'avança. Ses petits bras s'enroulèrent autour du cou de Jared et le serrèrent dans ses bras. Jared serra son fils pour la première fois de sa vie. Le serra fort, comme si le lâcher le ferait disparaître à nouveau. Milo semblait si petit dans ses bras, si léger, sentant le savon bon marché et la terre du parc. Et Jared sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui était mort le jour où sa mère avait été enterrée, recommençait lentement à vivre. Le bruit de frein qui crisse, une portière de voiture qui s'ouvre, des pas qui courent sur le trottoir. Catalina se précipita vers eux, le visage pâle, les yeux rouges et gonflés, les cheveux en désordre, le manteau jeté à la hâte sans un seul bouton attaché. Elle courut sur des jambes que son cœur défaillant n'aurait pas dû utiliser de cette façon, respirant fort, une main pressée sur sa poitrine. « Milo !» Elle le tira des bras de Jared et le serra férocement, vérifiant son visage, ses mains, ses jambes comme s'il revenait d'un champ de bataille. « Promets à maman que tu ne feras plus jamais ça. Jamais. Je suis désolé, maman, mais j'avais besoin de savoir. Maintenant, tu sais. Alors, et maintenant? » Milo regarda Catalina, regarda Jared. Puis, il prit la main de maman avec sa main gauche, prit la main de Jared avec sa droite, et les rapprocha sur ce trottoir de Pilsen à 9 heures du matin, devant tout le quartier. Maintenant, on reste ensemble. C'est simple. Catalina regarda Jared par-dessus la tête de Milo. Ses yeux étaient rouges, épuisés, effrayés. Mais il y avait quelque chose de nouveau là aussi. Quelque chose qu'elle avait essayé de tuer pendant 2 semaines et qui revenait chaque fois qu'ils s'agenouillaient à la hauteur des yeux de leur fils. L'espoir. « Le chèque de 3 millions de dollars de Margot est toujours sur ma table, dit-elle.
Jared la regarda. C'est toi qui décides. Catalina plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit le chèque, déjà plié en quatre. Elle le déchira une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Des morceaux de papier d'une valeur de 3 millions de dollars s'éparpillèrent sur le trottoir de Pilsen, se mêlant aux feuilles sèches et à la poussière de béton. Et personne dans cette rue ne savait que ces petits bouts de papier suffisaient à acheter tout l'immeuble où elle vivait. Je ne suis pas à vendre, dit-elle, sa voix tremblante, mais pas ses yeux. Je ne vendrai pas ma famille, à aucun prix. Jared sortit son téléphone, composa le numéro de Margot. Elle répondit après 3 sonneries, sa voix calme, comme si elle avait attendu cet appel. Ton chèque. Catalina l'a déchiré. 2 secondes de silence. C'est une idiote. Elle est plus courageuse que quiconque que j'ai jamais connu, y compris toi, y compris moi. Tu fais le mauvais choix, Jared. Je choisis ma famille. Une erreur. La mienne. Margot prit une vive inspiration à l'autre bout du fil. Mon père va... Jared raccrocha, remit le téléphone dans sa poche, regarda Catalina et Milo debout sur le trottoir fissuré, des morceaux du chèque de 3 millions de dollars flottant autour de leurs pieds, la lumière du matin de Chicago tombant sur leurs cheveux balayés par le vent. Et il sut. Il sut que Philippe Delacroix riposterait. Il sut que la guerre arrivait. Il sut qu'il pourrait tout perdre, mais tout ne signifiait plus ce que cela signifiait avant. Tout, maintenant, c'était le garçon de 6 ans qui lui tenait la main et la femme qui le regardait avec des yeux qui s'autorisaient enfin à croire. 3 jours après que le chèque ait été déchiré sur un trottoir de Pilsen, Jared était assis en face de Philippe Delacroix dans le restaurant italien de River North que la famille Delacroix possédait depuis les années 1980. Une salle privée au 2e étage, porte fermée, 2 verres de vin rouge sur la table, aucun des deux n'étant touché. Philippe Delacroix avait 62 ans, les cheveux argentés brossés en arrière, un costume 3 pièces gris, une pochette pliée avec une précision parfaite, des yeux gris pâles exactement comme ceux de Margot, mais plus froids. Le genre de froid qui vient du fait d'être au pouvoir depuis si longtemps que l'émotion devient un luxe inutile. « Je suis curieux », dit Philippe en faisant lentement tourner le verre de vin dans sa main. « Qu'est-ce que vous vouliez dire d'assez important pour que nous nous rencontrions en personne au lieu de laisser les avocats s'en occuper? Je veux y mettre fin. » « Mettre fin à quoi? » ?»« À tout. La guerre, l'alliance, l'empire, tout. » Philippe arrêta de faire tourner le verre, regarda Jared avec l'expression qu'il réservait aux gens qui disaient des choses auxquelles il ne s'attendait pas, ce qui était très rare. Continuez. Je cède tout le territoire du South Side, les entrepôts, les routes de distribution, le réseau, les contacts, tout, tout, de Chinatown jusqu'à Pullman, de l'autoroute Dan Ryan jusqu'au bord du lac. Tommy Brennan s'occupera du transfert sur 60 jours. Philippe ne s'y a pas. Vous savez combien ce territoire vaut chaque année? Environ 80 millions, et vous le donnez. Sans condition. Une seule condition. Dites-la. Catalina Moreau et Milo Moreau ne doivent jamais être touchés. Jamais. Ni par vos gens, ni par vos alliés, ni par quiconque à l'intérieur de votre système. Ils sont invisibles. Ils n'existent pas dans ce monde. C'est la seule condition. Philippe but une gorgée de vin, posa le verre et s'essuya la bouche avec la serviette en tissu. Vous abandonnez l'empire que votre père a construit, celui que vous avez passé 15 ans à étendre pour une serveuse et un enfant né hors mariage. Oui, vous êtes fou, peut-être, ou stupide, peut-être ça aussi. Philippe étudia Jared pendant un long moment avec le genre de regard calculateur qu'il avait utilisé toute sa vie pour lire les hommes, pour lire les menteurs, pour lire les faibles, pour lire ceux qui étaient sur le point de le trahir. Mais il n'y avait rien à lire sur le visage de Jared, sauf le calme d'un homme qui avait déjà décidé. « J'ai rencontré votre mère une fois, » dit Philippe et sa voix changea légèrement, une demi-teinte plus douce, « à l'époque où votre père était encore en vie. Elle est venue à une fête de Noël de la famille Valetti dans une robe rouge, portant cette bague au rubis qu'elle n'enlevait jamais. La pièce était pleine de tueurs et de criminels, mais elle marchait parmi eux comme s'ils n'existaient pas. J'ai demandé à votre père pourquoi elle n'avait pas peur. Votre père a dit qu'elle n'avait pas peur parce qu'elle savait que la chose la plus importante n'était pas le pouvoir.
Mais la raison pour laquelle un homme voulait le pouvoir en premier lieu. Philippe fit une pause. Je ne comprenais pas ça à l'époque. Je ne suis toujours pas sûr de le comprendre maintenant. Mais en regardant votre visage, je pense que vous comprenez. Ma mère est morte à cause de ce monde, dit Jared. Cette balle était destinée à mon père, mais elle l'a trouvée à la place. Elle est morte dans la voiture en rentrant des courses pour le dîner. J'avais 19 ans, debout à l'hôpital, la regardant allongée là, et j'ai juré que je deviendrais assez fort pour que personne n'ose plus jamais toucher les gens que j'aimais. Il s'arrêta. 17 ans. J'ai tenu cette promesse en n'aimant jamais personne, je le on, en ne laissant jamais personne s'approcher assez pour devenir une cible. Je pensais que c'était de la force. Il regarda Philippe. Mais ma mère n'avait pas peur parce qu'elle avait quelque chose pour quoi vivre. Elle est morte sans regret parce qu'elle avait mon père. Elle m'avait, moi. Elle avait sa famille. Elle a choisi de rester même en connaissant le danger. Il m'a fallu 17 ans pour comprendre ce choix. Et maintenant, vous comprenez. Maintenant, j'ai Catalina et Milo et je choisis comme ma mère a choisi. Je choisis de rester, mais je choisis aussi de les sortir complètement de ce monde. Le territoire du Southside est le prix que je paye. Philippe resta silencieux pendant 30 secondes, puis une minute entière, la minute la plus longue de la vie de Jared. Puis il se leva, boutonna sa veste et regarda Jared. Le transfert se fera sur 60 jours. Tommy Brennan travaillera avec mes gens, proprement, sans effusion de sang. Et Catalina et Milo, invisibles, comme vous l'avez dit. Philippe se dirigea vers la porte, s'y arrêta et ne se retourna pas. Votre mère serait fière. Puis il partit. Jared resta seul dans la salle privée, le vin toujours intact, et laissa échapper un souffle pour la première fois depuis des jours. Ce soir-là, son téléphone vibra. Margot. Il répondit. Mon père a dit que tu avais cédé le Southside. Oui. 80 millions par an? Oui. Silence. Puis Margot demanda, et sa voix n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle avait été. Pas froide, pas tranchante, pas calculatrice. Seulement la voix d'une femme de 33 ans posant la seule question à laquelle elle avait besoin d'une réponse. L'aimes-tu vraiment? Je n'ai jamais cessé. Silence pendant un long moment. Jared pouvait entendre Margot respirer à l'autre bout du fil, plus lourdement que d'habitude, et il comprit qu'elle essayait d'empêcher quelque chose de s'effondrer. Je te déteste pour ça, dit Margot, parce qu'en 4 ans, pas une seule fois je ne t'ai vu me regarder comme tu l'as regardé quand tu as dit son nom à Elenia ce soir-là. Pas une seule fois. Elle fit une pause. J'espère que tu es heureux, Jared. Je le pense vraiment. Puis elle raccrocha. Jared posa le téléphone, regarda par la fenêtre. Chicago la nuit scintillait sous lui une dernière fois depuis ce penthouse, car la semaine prochaine, il déménagerait ses affaires à Pilsen, dans la petite maison que Catalina avait accepté de le laisser louer à 2 pâtés de maison de son appartement. Il n'était plus un patron, n'avait plus d'empire, n'avait plus le South Side, mais il avait la seule chose que 17 ans de pouvoir ne lui avait jamais donnée. Il avait une raison de rentrer à la maison. 2 ans plus tard, un samedi matin de mai, Jared Valati se réveilla au son de pieds courants sur le parquet et à la voix d'un garçon de 8 ans criant depuis la pièce voisine. « Papa, j'ai trouvé du vrai quartz à Starved Rock. » Jared ouvrit les yeux. Le plafond était bas et peint en blanc, avec une fine fissure allant du luminaire au coin de la pièce qu'il n'avait toujours pas pris le temps de réparer. La maison de 2 chambres à Pilsen, à 3 pâtés de maison de l'ancien appartement de Catalina, le petit jardin où poussaient des tomates pour le projet scientifique de Milo, la clôture en bois blanc que Jared avait repeinte lui-même l'été précédent, les mains couvertes de peinture car il n'avait jamais tenu un pinceau de sa vie, pas de penthouse au 42e étage, pas de vitres pare-balles, pas de SUV blindé, juste une petite maison dans un quartier populaire où chaque matin sentait le café et résonnait de la voix de son fils parlant de Rush. Milo fit éruption dans la chambre en tenant une pierre blanche laiteuse, les yeux brillants d'excitation. « Regarde, papa, j'ai fait tester le laboratoire de l'Université de l'Illinois. Le cousin de Tommy connaît quelqu'un là-bas et c'est du vrai quartz. La valeur marchande est d'environ 50 $. 50 $? Jared s'assit et regarda son fils. 8 ans maintenant, plus grand, plus mince, les cheveux bruns bouclés toujours indomptés, ses yeux marrons foncés toujours brillants et vifs,
comme le premier jour sur le trottoir où il vendait la bague. Tu sais, il était une fois, tu as vendu quelque chose pour 50 $ aussi. Je sais, papa. La bague. Milo sourit, toutes ses dents ayant poussé maintenant. Mais je l'ai sous-vendue cette fois-là. La bague valait bien plus, répéta Jared. Mais il ne parlait pas d'argent. Catalina apparut dans l'embrasure de la porte, portant 2 tasses de café, vêtue d'un des vieux pôles de Jared qui flottait sur elle, les cheveux en un chignon désordonné. Et elle était si belle que chaque matin, il oubliait encore comment respirer en la voyant là. Son opération du cœur 18 mois plus tôt avait été un succès. Le docteur Whitfield avait dit que son cœur réagissait bien, qu'elle aurait besoin d'un suivi à vie, mais que ses perspectives étaient bonnes. Elle ne restait plus allongée au lit au milieu de la nuit, se tenant de la poitrine et pleurant. Elle réduisit à un seul emploi, puis ouvrit un petit café sur la 18e rue et le nomma Crate, en l'honneur de la caisse en plastique retournée où Milo s'était assis pour vendre la bague, l'endroit où tout avait commencé. Le café n'était pas grand, 12 tables, du bon café, des muffins que Catalina cuisait elle-même chaque matin, et une clientèle régulière composée presque entièrement de gens du quartier. Jared avait complètement quitté la mafia. 60 jours pour céder le South Side à la famille Delacroix, proprement et sans effusion de sang, comme Philip l'avait exigé. Tommy Brennan s'occupa du reste de l'Empire Valeti, le convertissant lentement en entreprise légitime. Immobilier, restaurant et un fonds d'investissement que Tommy gérait depuis son bureau dans le Loop. Jared ouvrit un fonds de soutien pour les mères célibataires du South Side, payant les factures d'hôpital, le loyer et les frais de scolarité pour les femmes qui choisissaient entre les médicaments et l'électricité, comme Catalina l'avait fait autrefois. Le fonds portait le nom de sa mère. Milo avait maintenant 8 ans. L'équipe scientifique de son école avait remporté le championnat de l'État de l'Illinois. Sa collection de roches avait grandi pour occuper la moitié de sa chambre, et il parlait toujours simplement, penchait toujours la tête quand il réfléchissait, et croyait toujours que 50 $ était une somme sérieuse. Ce samedi matin-là, ils étaient tous les trois assis à prendre leur petit déjeuner dans la petite cuisine. Milo mangeait des céréales et analysait le spécimen de quartz. Catalina buvait du café et riait quand Milo utilisait nonchalamment les mots « structure cristalline, hexagonale » dans une phrase ordinaire. Et à l'annulaire de la main gauche de Catalina se trouvait la bague au rubis sang de pigeon, sertie de platine avec des gravures romaines anciennes. Pas une nouvelle bague de fiançailles. Pas un diamant cher d'une bijouterie de luxe. La même vieille bague. La bague qui était passée de la mère de Jared à la main d'une serveuse de 21 ans lors d'une seule nuit à Lincoln Park, au stand de trottoir à 50 $ d'un garçon de 6 ans à Pilsen, puis de retour là où elle avait toujours appartenu. Papa, Milo posa sa cuillère et regarda Jared avec des yeux sérieux. « Je peux te demander quelque chose pour de vrai? » Demande. « Si tu n'avais pas vu la bague sur le trottoir ce jour-là, nous aurais-tu quand même trouvé? » Jared regarda son fils, regarda Catalina, regarda la bague à sa main, regarda autour de la petite cuisine dont le réfrigérateur était couvert de photographies des 2 dernières années. Eux trois à Starved Rock, Milo tenant son prix de science, Catalina coupant le ruban à l'ouverture du café, Darlene serrant Milo dans ses bras pour son 8e anniversaire. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement, mais je le crois. Parce que ta maman avait raison. Quand le moment est venu, les choses retrouvent leur chemin les unes vers les autres. Comme les roches, dit Milo, brisées, importées. Mais à la fin, l'eau les ramène toujours sur la même rive. Comme les roches, fiston. » Catalina se tenait près de la cuisinière, sa tasse de café à la main, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, et elle ne les essuya pas, car c'était le genre de larmes qui n'avaient pas besoin d'être cachées. Le téléphone de Jared vibra. Un message de Tommy avec un lien vers un article. Margot Delacroix, fiancée à un chirurgien cardiaque à New York. Il y avait une photo d'elle souriant à côté d'un homme aux cheveux bruns et à lunettes, et ce sourire ne ressemblait à aucun sourire que Jared ait jamais vu sur le visage de Margot. Il était réel. Pour la première fois, il était vraiment réel. Tommy avait ajouté un message en dessous. « Tout le monde trouve la bonne personne, même le méchant. » Jared sourit et posa le téléphone pour voir un autre message en attente. De Darlene. « Jared, je n'ai jamais été très doué pour dire ces choses, mais je veux que tu saches que tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu es resté. Tu as changé. Bienvenue dans la famille. »
Il lut le message 2 fois. Puis il leva les yeux et vit son fils étudiant un morceau de quartz, vit Catalina s'essuyant les yeux avec la manche de son pull, vit la lumière du soleil matinal de Pilsen inonder la petite cuisine, et il comprit que la bague au rubis d'1 million n'était pas la chose la plus précieuse qu'il ait jamais possédée. La chose la plus précieuse, c'était ce matin, le son de son fils disant les mots « structure cristalline ». Le sourire de Catalina quand elle pensait que personne ne la regardait, un message d'une mère de 63 ans l'appelant « mon garçon ». C'était le genre de choses que personne ne pouvait acheter avec 80 millions par an, que personne ne pouvait voler sous la menace d'une arme, que personne ne pouvait détruire avec des complots et des menaces. C'était la famille. Et Jared Valletti, l'homme qui avait autrefois fait trembler tout le South Side de Chicago, avait enfin trouvé la seule chose qu'il avait peur de perdre. Cette histoire ne parle pas de la mafia. Elle ne parle pas d'argent. Elle ne parle pas d'une bague d'1 million. Cette histoire parle de choix. Chaque jour, nous choisissons entre le pouvoir et l'amour, entre l'orgueil et le pardon, entre la fuite et le fait de rester. Jared a eu besoin de 17 ans pour comprendre que la vraie force n'est pas de faire peur aux autres, mais d'oser être vulnérable devant les gens que l'on aime. Catalina a eu besoin de 7 ans seule pour comprendre qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. Et Milo, un garçon de 6 ans assis sur une caisse en plastique vendant une bague d'1 million pour 50 $, leur a appris à tous les deux la leçon la plus simple du monde. Si vous voulez changer, ne parlez pas, agissez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un que vous avez perdu, à quelqu'un à qui vous ne vous êtes jamais excusé, à quelqu'un que vous aimez encore mais que vous n'avez pas eu le courage de retrouver, alors s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire ce soir, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci chaque jour. Nous aimerions vraiment avoir de vos nouvelles. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Vous a-t-elle rappelé quelqu'un dans votre propre vie? Y a-t-il un choix que vous auriez aimé faire différemment? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque ligne et chaque commentaire que vous laissez nous donne la force de continuer à raconter des histoires qui touchent le cœur des gens. Merci d'être ici, d'avoir écouté, d'avoir donné de votre temps à cette histoire. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, la paix au quotidien et toujours quelqu'un d'aimant à vos côtés. Au revoir et à la prochaine vidéo.